Le château de Versailles évoque bien sûr pour nous le roi Soleil ou les derniers jours de Louis XVI, mais il ne faut pas oublier que Louis-Philippe, qui voulait réconcilier la monarchie avec le peuple, avait pris la décision de transformer l'ancienne résidence royale en un musée dédié à l'histoire de France, musée inauguré en 1837. Et c'est justement ce que rappelle l'exposition Louis-Philippe et Versailles, quand le château est devenu un lieu de culture pour tous, par Marion Banchet. Joyau du patrimoine français, emblème du roi Soleil et de la monarchie absolue, le château de Versailles se déploie sur plus de 5 hectares tout en faste et en splendeur. Un lieu mythique, façonné par les souverains qui le gouvernèrent. Aujourd'hui, il nous révèle une époque méconnue de son histoire, celle d'un souverain bien inspiré qui, au lendemain de la Révolution française, décide de transformer l'ancienne résidence royale en musée national dédié à toutes les gloires de France. Ce monarque, c'est Louis-Philippe Ier, le dernier roi des Français. Il accède au trône en août 1830 par la monarchie de Juillet. Avec Louis-Philippe, on est au cœur de toute l'ambiguïté, de la complexité de la politique française au début du 19e siècle. On se remet du traumatisme de la Révolution, de tous ces balancements, l'Empire, la Restauration, à nouveau la Révolution de 1830. Donc forcément, c'est un roi pour qui l'idée d'une synthèse et d'une réconciliation est fondamentale. Depuis la Révolution française et l'exécution de Louis XVI, aucun souverain ne s'est réapproprié cette encombrante demeure. Même Napoléon Ier se décourage. Versailles, après la Révolution française, était un petit peu tombé, non pas dans l'oubli, mais dans une espèce d'entre-deux, où on ne l'avait pas démoli, où on avait vendu les collections, où les lieux s'étaient détériorés. Et donc, lorsque Louis-Philippe arrive, il y a beaucoup de choses à faire à Versailles. Dès sa prise de pouvoir, Louis-Philippe Ier décide de faire de Versailles un gigantesque musée, ouvert à tous, retraçant les événements qui ont marqué la France. Il espère ainsi réconcilier les Français et inscrire son règne dans l'histoire nationale. Il incarne en fait ce moment où on a besoin d'histoire, on a besoin de raconter les choses, de se poser, peut-être de prendre un peu de distance. Et c'est étonnant de voir comment il arrive à combiner dans son parcours, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, l'Empire, sa propre révolution, son propre règne, ses campagnes coloniales en Afrique, donc jusqu'à l'actualité brûlante, on raconte tout. Tout devient une sorte de grand livre d'images. Et finalement, ce musée, c'est quand même son musée personnel. Il met Versailles à disposition des Français, du public, et en même temps, il règne sur Versailles. Il ordonne la déconstruction de nombreux appartements de courtisans désertés depuis la Révolution pour construire à la place de gigantesques galeries. Un immense chantier qu'il finance en partie de sa poche et suit de très près. Il est bouclé en 7 ans à peine. On inaugure en 1837. Alors qu'il arrive au pouvoir en 1830, donc c'est en quelques années qu'on fabrique ce monstre. Ce qu'on voit dans les salles d'Afrique, par exemple, qui est la partie la plus récente, ça a été peint par Horace Vernet. Vous voyez, ces kilomètres, pas tout à fait, mais enfin, ces gigantesques toiles sont peintes dans la foulée des événements, dans l'urgence, en fait. Et Louis-Philippe commande des centaines et des milliers de tableaux qui vont raconter l'histoire de France. Il fait travailler son architecte sur un redécoupage complet du château. Donc c'est un chantier pharaonique, vraiment, et mené tambour battant. Sur ces toiles figurent les temps forts des croisades, de l'Empire ou encore de la conquête de l'Afrique du Nord dans des galeries éponymes. De grandes fresques à mi-chemin entre néoclassicisme et romantisme. Au total, il rassemble plus de 6000 peintures et 3000 sculptures. C'est un musée qui a été très populaire d'emblée, qui a été salué à la fois par le succès populaire, mais aussi par la critique et par les intellectuels de l'époque. Victor Hugo vient ici pour dire tout le bien qu'il pense de la vision historique de Louis-Philippe, et les grands génies de l'époque sont les amis de Louis-Philippe. Il fait de grandes commandes aux artistes contemporains, il fait vivre les artistes de son temps. Delacroix a participé à l'aventure, puisqu'on a un fameux tableau dans la Galerie des Batailles. Les autres sont de très grands artistes, mais pas forcément les plus connus dans l'histoire de l'art. Des artistes comme Vernet, des artistes comme Girodet sont très bien représentés. Et donc c'est toute une génération, en fait, des grands peintres d'histoire du premier tiers du 19e siècle. Louis-Philippe fait aussi rapatrier de nombreuses œuvres du musée du Louvre. Évidemment David, mais là ce sont des œuvres préexistantes, bien sûr, le sacre de Napoléon par exemple, la distribution des aigles, enfin David est très bien représenté à Versailles. À cause de la Révolution de 1848, Louis-Philippe sera contraint d'abdiquer. Peu de temps après, de nombreuses galeries seront détruites pour laisser place aux reconstitutions des appartements de la famille royale, suscitant de nouveau l'engouement pour l'époque du roi Soleil.
Beaucoup de visiteurs, en fait, ne viennent que pour voir la chambre du roi. Le musée de Louis-Philippe est devenu beaucoup moins connu, alors qu'en fait, il est aussi somptueux et il représente autant dans l'histoire de Versailles que la première partie. Le caractère unique de Versailles, c'est ça, c'est d'être les deux, à la fois un musée délirant, parce que ce musée est délirant, et puis un palais somptueux aussi. Les deux, maintenant, cohabitent de façon plus ou moins simple.